Des évolutions problématiques avec l'accélération du rythme de création des organisations régionales nouvelles à la suite de l'adoption du traité d'Abuja. Vous remarquez ici les problèmes actuels avec, entre autres, l'appartenance simultanée des États à de nombreuses organisations établies sur le même espace régional et la duplication des buts et objectifs poursuivis par celles-ci. Ne pensez-vous pas que tout ceci arrive parce qu'il n'existe pas une réelle coordination entre tous ces États africains? On est comme dans une sorte de melting pot, je crois. Alors, vous avez tout à fait raison de relever cela, de penser cela aussi. En réalité, on peut aussi voir que cela arrive parce qu'il y a des insuffisances inhérentes au concept même. C'est-à-dire que il y a eu, avec le traité d'Abuja en 1991, pour dire deux mots rapides sur ce concept, il y a eu un traité d'Abuja, les signataires, qui sont tous les États africains d'ailleurs. Tout à fait. Tous les États africains, tout à fait, à l'exception près du Maroc, qui existait à cette époque-là, mais qui, pour d'autres raisons, ne voulait pas prendre part au processus africain. Il y a eu donc la volonté de dire aux États d'aller et créer des communautés économiques régionales pour faire de l'intégration dans le domaine économique. On a donc pensé qu'on va diviser l'Afrique en plusieurs régions, au départ 5, qui étaient déjà divisées dans le cadre de l'OUA, qui ont été maintenues. Donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique au centre, l'Afrique de l'Est, l'Afrique donc l'Afrique orientale, l'Afrique j'oublie encore l'Afrique australe. Aussi. Alors donc on a donc pensé que cette division-là qui était déjà établie dans le cadre de l'OUA aurait pu être maintenue et que on va les considérer comme étant des assiettes géographiques. Assiettes géographiques auxquelles on va maintenant attacher les communautés. On a donc décidé de faire créer des communautés correspondantes. Il y a eu la CEAC. Il y a eu la CEDEAO. Il y a eu la SADC. Il y a eu l'IGAD. Et il y a eu l'UMA. L'Union du Maghreb arabe. Alors, ensuite, vers la fin des années 90, 98, etc., on a ajouté à ces 5 communautés deux autres. La SENSAD, sous l'impulsion de Mohamed Kadhafi, il a créé la SENSAD, et il y a aussi eu l'IGAD. Alors, on va aussi avoir la CAE, qui est l'une des plus anciennes communautés, la communauté d'Afrique de l'Est. C'est l'ancienne communauté, et qui est d'ailleurs la plus avancée en termes d'intégration, qui va être relancée parce qu'à un moment donné, voilà. Et donc, ça ferait qu'on passera déjà avec 5 assiettes géographiques, on passe déjà de 5 communautés. Normalement, pour respecter le concept, on passe de 5 communautés à 8, ce qui pose déjà problème. Vous doutez bien qu'avec cela, vous auriez des communautés qui seraient, si vous voulez, qui seraient soit en manque d'assiettes géographiques ou alors devraient en usurper. Et c'est ce qui s'est produit. La SENSAD, par exemple, aujourd'hui, recrute dans toutes les autres régions d'Afrique. Ce qui est déjà anormal. Vous voyez, ce qui veut dire que vous allez forcément retrouver des États déjà engagés par ailleurs dans des communautés comme la SENSAD ou encore l'IGAD. Ce qui pose un problème. Et c'est ce que j'appelle dans certains passages de cet ouvrage les OGM, les organisations génétiquement modifiées. Tout à fait. Et toujours selon vous, dans cet ouvrage, les communautés régionales ont une vocation essentiellement économique. Pour le cadre d'Afrique, il est répandu une vision selon laquelle l'intégration dans le domaine économique constitue le moyen le plus approprié à l'accomplissement des ambitions panafricaines. Il existe aujourd'hui pas moins de 8 institutions régionales, comme vous le dites tout à l'heure, reconnues par l'Union africaine. Mais s'il faut s'arrêter sur ces cas spécifiques, peut-on parler de volonté de panafricaniser le continent quand on voit que même ces institutions économiques ne travaillent pas toujours en synergie? Alors, ça me fait sourire parce que s'il y a une notion qui est bien malmenée par tous les acteurs sociopolitiques, etc., c'est bien le panafricanisme. On l'entend dans tous les sens, tout le monde s'en prévaut, y compris certains dirigeants malveillants. Comment cela est malmené? Alors, très malmené dans le sens où le panafricanisme, certains aujourd'hui l'évoquent parfois en faisant référence à ses pères fondateurs, à ses initiateurs, Kwame Nkrumah, etc. Mais il faut savoir qu'il est impossible aujourd'hui de vouloir rattacher à la notion de panafricanisme ce dont en pensait Kwame Nkrumah.
parce que Kwame Nkrumah le voulait pour se libérer des indépendances. C'est chose faite depuis très longtemps. Il faut s'en départir. Il faut associer à cela le volet économique. Alors, il faut aujourd'hui, à mon avis, un renouveau du panafricanisme, Oui. Qui consiste à solidifier l'Afrique et à le propulser à ce que certains appellent un peu facilement l'émergence, dont on ne sait pas à quoi ça correspond exactement, mais il faut, en toute hypothèse, il faut faire en sorte que l'Afrique ne soit plus la risée du monde, ou en tout cas l'Afrique ne soit plus ce continent qui est désigné davantage pour ses forfaits que pour ses victoires. Voilà. Donc on ne peut pas aujourd'hui admettre que le panafricanisme soit désigné comme étant le mouvement qui veut forcément faire opposition aux Occidentaux, etc. Non, c'est une idée fausse. Voilà. On vous sent également très optimiste dans cet ouvrage. Non. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je veux dire dans l'évolution du système régionalisme. Je suis objectif. Oui. Mais avec un langage qui est assez rare à la franchise. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut pas, nous sommes mal engagés sur le processus panafricain. Si on appelle cela comme ça, on est mal engagé. Dans la mesure où ce que j'appelle la condition préalable n'est pas accomplie. Vous auriez pu le constater en lisant l'ouvrage. Je fais des développements assez conséquents sur ce que j'appelle l'accomplissement de la condition préalable. Tout à fait. Condition qui a été omise. Il faut le signaler, qui a été omise dans le cadre du traité d'Abuja. Et que les concepteurs de ce traité ont focalisé l'essentiel sur le volet économique. Ils ont pensé qu'il fallait faire de l'intégration économique. Tout à fait. Pour que le reste soit résolu. C'était à tort, puisqu'ils ont trop réalisé eux-mêmes qu'il y avait des insuffisances qu'il fallait réhabiliter. Et ça a été fait avec le programme minimum d'intégration à partir de 2009, etc., où on a inséré dans le cadre du projet africain le volet sécuritaire, qui, à mon sens, est un volet fondamental. Fondamental et préliminaire. Donc, nous allons voir cela dans la deuxième partie de cette émission. Donc, là, on ne peut plus aujourd'hui parler du panafricanisme en faisant abstraction de ce genre de choses. Je vous propose de marquer une pause qu'on a ensemble découvrir avec Ingrid Maliago cette semaine. Un livre nouvellement paru. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Voxbooks. Le livre du prophète Kakou Philippe apparaît comme la véritable redéfinition de la Bible et du christianisme. C'est le procès des religions et de leurs dirigeants. L'auteur apparaît comme le sauveur de ces tragédies religieuses. À la fin du livre, il s'adresse énergiquement aux Juifs qui sont hors d'Israël et annonce l'avenir d'Israël. Il affirme que ses paroles ont la même valeur que celles du prophète de la Bible. Le livre du prophète Kakou Philippe, tome 2, nouvellement paru chez Edilivre.